Hello, c'est François. Bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui vous embarque dans l'aventure de la prise de décision. Et oui, parce que la prise de décision, on y est confronté tous les jours. Et je sais pas vous, mais moi, je me suis toujours posé la question de savoir comment on prend une bonne décision, comment on prend une mauvaise décision, et existe-t-il même une bonne ou mauvaise décision ? Et donc, je suis parti à la rencontre d'entrepreneurs, artisans, artistes, pour comprendre comment eux prennent tous les jours leurs décisions. On parle d'expérience, d'inspiration, de méthodologie. Et aujourd'hui, je vous embarque dans une toute nouvelle interview avec mon invité pour comprendre comment, au travers de son expérience, il prend ses décisions. Ah, et on se retrouve en fin d'épisode pour faire un petit débrief de ce qu'on a entendu aujourd'hui. Allez, je vous laisse sur l'épisode. Bonne écoute. Ça laisse de la marge. Ça laisse de la marge. Ok, bon bah écoute, on est reparti. On réenregistre. Prêt pour toi ? Ouais. Et bah let's go. Marion, Oui. merci beaucoup pour ton accueil Avec plaisir. dans cette toute nouvelle boutique que je n'avais jamais eu l'occasion de visiter. Je dois être tout à fait franc, je fais beaucoup à côté du Parlement, parce que j'y passe régulièrement devant, mais j'étais jamais venu, donc ça sera l'occasion. Bah, bienvenue. Merci beaucoup. Peut-être on va rentrer tout de suite dans le sujet. Je vais te proposer de te présenter. Qui es-tu, Marion ? Je suis pâtissière depuis presque 10 ans maintenant. J'ai 35 ans et je suis à la tête de la pâtisserie boulangerie 16h30 à Rennes. Super. C'est très intéressant parce que moi j'aime bien parce que on se connaît entre guillemets, parce que je vais expliquer un peu le contexte parce que c'est aussi ça qui est intéressant. Moi je tiens un Instagram qui est un peu dédié à la pâtisserie, c'est comme ça que j'ai connu la pâtisserie 16h30 et ça me fait très plaisir de te rencontrer parce que justement j'ai pas mal testé vos créations que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs et je rencontre rarement les personnes qui sont derrière les créations, donc bon là on est sur un autre sujet mais c'est toujours intéressant. Ouais, c'est l'occasion. J'aime bien poser une question après la présentation, c'est comment tu te définis toi professionnellement ? Les questions de personnalité, toujours très compliquées. Professionnellement, c'est, je dirais, passionné déjà, passionné et encore passionné, vraiment en perpétuelle... en instabilité, dans le bon sens du terme. Okay. C'est-à-dire en perpétuelle remise en question de tout. Ce qui des fois est très fatigant. Mais voilà, ce qui des fois prend un peu le pas. Voilà. Mais vraiment essayer de se dire que ce soit pour les produits purement pâtissiers, en remise en question, en recherche, ou même des process en pâtisserie, de se dire comment est-ce qu'on peut faire mieux ou plus confortable pour les salariés, mieux qualitativement, mieux pour le bien-être des gens avec lesquels on travaille. Voilà, et toujours dans la remise en question. Okay. Je pense que c'est globalement, et ça peut être appliqué dans pas mal de domaines liés à mon travail. Ok. Et c'est effectivement quelque chose qu'on voit beaucoup à travers vos créations. Alors moi je l'ai beaucoup constaté à travers ça, d'une recherche, et quand on te suit un peu sur Instagram, ça, il y a quand même une recherche quand même régulière de nouveaux produits. Moi j'ai goûté des choses ici que j'avais jamais vues ailleurs dans des pâtisseries, et je l'imagine bien, tu vois, quand tu te définis comme ça, donc c'est très très intéressant. Mais ce que j'ai remarqué d'ailleurs, et ce que je ne savais pas quand j'ai fait un peu mes recherches, c'est que tu n'as pas commencé dans le domaine de la pâtisserie, tu y es venu un peu... Sur le tard. Sur le tard, ouais. Ouais, comme je disais justement, ça fait 9 ans que j'ai commencé mon apprentissage, donc 5 ans et demi que j'en suis sortie. Non, j'ai de formation, donc j'ai un parcours scientifique à la base, vraiment à l'époque où le bac S existait encore. Ça y est, c'est que là tu te rends compte que tu as pris de l'âge. Oui. Non, parcours scientifique et puis ensuite formation d'ingénieur. Donc j'étais ingénieure du bois, en structure bois. J'étais calculatrice en charpente, en ossature. J'ai adoré cette formation-là, j'ai adoré l'école que j'ai faite. J'avais beaucoup plus de mal avec la fonction d'ingénieur, qui au final ne me correspondait pas beaucoup. J'avais déjà voulu faire de l'artisanat étant plus jeune, c'était pas le moment, pour plein de raisons. Et effectivement, sans surprise, après quelques années de pratique de mon métier initial, je me suis reconvertie, sachant que je faisais déjà de la pâtisserie
Quand je me suis reconvertie, je crois que j'ai commencé, j'avais, je sais pas, 17 ans, 18 ans peut-être, à faire vraiment, à m'intéresser à ça. D'accord. Donc, c'était une passion que j'avais en plus de mon boulot. Donc, j'ai fait ce choix-là, et non pas parce que l'ingénierie ne me plaisait plus ou pas, mais aussi parce que j'étais fondamentalement passionnée de pâtisserie et que j'avais vraiment envie de faire ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, des choses concrètes, voilà, envie de revenir à quelque chose qui nous fait vibrer. Oui, parce que tu vois, on est à peu près dans le même âge, hein, j'en ai 34, donc c'est vrai que moi je me rappelle, hein, je peux faire que l'écho, j'ai toujours été intéressé par les métiers manuels, mais on m'a toujours recommandé de faire des formations supérieures, très théoriques, du coup en l'espèce de ce que moi je fais aujourd'hui. Et effectivement, ce changement, ce retour, je peux le comprendre et l'apprécier, parce que c'est des questions pour moi récurrentes aujourd'hui. Donc, mais c'est intéressant. Et qu'est-ce qui t'a fait ce déclic un peu de dire ok, j'arrête le rôle d'ingénieur entre guillemets et je me lance dans cette formation qui est d'habitude, quand on fait des formations pâtisserie, c'est plutôt vers 15, 16, 17 ans, quoi. Bien sûr. Il y avait un gros tournant quand même qui était à prendre. Alors après, il y a eu un moment en fait où l'équilibre ne se faisait plus. La pâtisserie prenait une part vraiment importante dans mon quotidien, parce que je faisais des petites prestations pour les amis, des mariages, des choses comme ça. Okay. Ah oui. Et puis moi j'ai eu une approche de la pâtisserie à cette époque-là. Ce qui m'a vraiment passionnée, c'était la structure et la construction. Au sens, j'utilise involontairement ce mot, mais c'est vrai, c'était concevoir, en fait, ouais, ça, penser un produit dans ta tête et essayer de le réaliser à travers tes mains, ton travail manuel, pour qu'il corresponde à ce que tu avais en tête sur les structures, etc. Donc je suis plutôt un bec salé à la base. Je ne suis pas forcément un bec sucré. Mais par contre, cette approche-là me passionnait vraiment. Et il y a eu effectivement un moment, une sorte de déséquilibre entre... je dirais pas le mal-être, parce qu'il ne faut pas exagérer, j'étais pas malheureuse en tant qu'ingénieure, il faut quand même relativiser. Mais la pâtisserie prenait une place trop importante dans mon esprit. Et puis, il y avait comme une évidence, quoi. J'avais vraiment envie de me lancer là-dedans. Après, j'ai pas fait ça sur un coup de tête non plus. Et pendant un mois, à la période de Noël, à peu près, un peu plus d'un mois, j'ai pu faire une immersion dans une entreprise le week-end. Donc chez Philippe Bouvier à Rennes, ce qui m'a acceptée, et ce qui fait que la semaine j'étais ingénieure et le week-end j'allais dans son laboratoire. Et ce qui m'a permis quand même sur l'espace de 4 week-ends, quoi, mais du coup un peu au long cours quand même, de me rendre compte, de découvrir un milieu. Et là ça a été vraiment l'ouverture du champ des possibles, quoi. Je me suis vraiment dit que c'était ça. Donc sortie de l'entreprise d'ingénierie qui s'est fait dans la foulée, et puis rentrée en apprentissage l'été suivant. Cette recherche, tu vois, moi ça me parle beaucoup d'un point de vue personnel, hein, je pourrais être très franc. Cette immersion est aussi une idée très intéressante, et pour se dire, parce qu'on a souvent l'image un peu d'un métier, un peu surtout dans le milieu de la pâtisserie aujourd'hui, de la cuisine, même de culinaire aujourd'hui, on voit des grands chefs, on voit des choses à la télé, on ne voit pas la réalité du terrain de tous les jours, quoi. Et on se dit, ça pourrait être super, et en fait cette immersion que tu as faite t'a permis vraiment de te rendre compte peut-être de la réalité du métier et de dire, bon, en fait c'est vraiment ça que je veux faire, quoi. Oui, c'est ça, faut pas... C'est-à-dire que autant je peux avoir des envies, des projets, des fois des choses qui sont pour certains pas très rationnelles ou pas très raisonnables, mais par contre je pars pas non plus, j'aurais pas pris cette décision-là, sachant que il y avait aussi ce côté, c'est pas une décision sans retour possible. Si j'avais passé le CAP en me disant non vraiment c'est l'enfer, je m'y vois pas, on va dire c'est comme une année de césure dans l'ingénierie, on reprend un poste derrière, le diplôme je l'avais, 10 ans plus tard je ne serais incapable de calculer aujourd'hui, mais voilà, il y avait quand même cette sécurité. J'avais fait des études, j'avais obtenu un diplôme qui m'assurait un petit parachute en se disant si jamais ça ne le fait pas, voilà. Et sur le côté d'idéalisation, on ne sait jamais réellement les choses avant de les avoir vécues ou vues, et puis ce que j'ai vu est très parcellaire parce que c'est une entreprise au final, il y a plein de manières de fonctionner. Mais j'ai vraiment senti une vibration. En fait, moi, j'ai besoin de vibrer, quoi. J'ai besoin de sentir une vibration, de sentir... c'est entre l'anxiété, l'excitation, tout ça, et puis, je sais pas, ça se sent, quoi. C'est sensoriel, et je me dis, ouais, j'avais le sentiment d'avoir tellement à apprendre que ça m'a vachement plu. Et comment ça se passe, cette immersion, une fois la décision prise, le début de
de ce nouvel apprentissage. Comment ça se passe Parce que je crois que tu as fait un passage chez Philippe Bouvier, c'est ça. Ouais. Tu me disais, qui est un grand pâtissier chocolatier ici à Rennes, très connu. Comment ça se passe justement cette immersion ? Moi, j'ai un naturel très... même si je travaille beaucoup dessus. J'ai un naturel très stressé, très anxieux. Okay. Et c'est vrai que pour moi, c'est déjà, comme tu le dis, Monsieur Bouvier. Si tu veux, moi, Monsieur Bouvier, ces gâteaux, je les connaissais... j'ai eu cette chance-là de les connaître sur les tables familiales pour les anniversaires et les fêtes de fin d'année. Ce sont des personnes qui nous ont accompagnés, en fait, dont les créations, dont les produits nous ont accompagnés, ma famille et moi-même pendant... Donc, tu vois, il y avait un côté un peu impressionnant, quoi. Voilà. Et puis, et hyper excitant aussi. Donc, j'ai été à la fois, pour répondre à ta question en termes d'immersion, le nom, et le mot est bien trouvé, d'ailleurs, immersion, c'est vraiment ce côté, tu plonges dans un milieu que tu ne connais pas et tu essayes d'y respirer. C'est à peu près ça l'idée, quoi. Tu essayes de comprendre les rouages, tu essayes de t'accrocher à étape par étape ce qu'on t'a appris, et après, c'était très bien fait dans le sens où tu es en doublon d'un pâtissier ou d'un chef pâtissier, à côté duquel tu répètes les gestes et à côté duquel tu essayes de déceler dans ce qu'il te montre, dans ce qu'il t'explique, voilà, ce qui peut potentiellement t'aider, quoi. Donc, et puis surtout, essayer de trouver sa place. C'est-à-dire ne pas déranger, aider. Enfin, tu sais, ce juste milieu entre ne pas être dans les pattes de ceux dont c'est le métier et qu'il ne faut pas ralentir, parce que ça va quand même très vite. Il paraît. Et voilà, donc c'était un petit peu ça. Mais à l'époque, je m'en souviens pas trop, mais j'imagine, me connaissant, beaucoup de pression, la peur de décevoir, la peur de ne pas être au niveau. Oui. C'est un apprentissage qui dure combien de temps Alors, moi, le parcours que j'ai eu est un petit peu particulier parce que je suis rentrée en CAP sur 1 an. Parce qu'il y a une ouverture à Rennes, comme partout en France maintenant, mais de CAP, ce qu'ils appellent post-bac. Quand tu as déjà tu évites les maths, le français, voilà. Donc, tu n'es pas avec les babies de 14-15 ans. Donc, c'est plus un cours adulte. Donc, jeune adulte, c'est réorientation, voilà, c'est bac plus. Ouais. Et donc, une classe en petit comité, ça dure 1 an. D'accord. Et suite à ça, classiquement, donc, dans le cursus de formation, tu as le CAP, la mention complémentaire, qui confirme les compétences acquises en CAP et qui les précise aussi. Tu peux donner une tonalité à ta mention glacerie, chocolaterie, tu vois, des choses comme ça. Okay. Ils en ont ouvert encore plein d'autres et c'est trop bien. Et après, c'est le BTM, le brevet technique de maîtrise et de métier, pardon. Et là, moi, du coup, j'ai pas fait la mention. Je suis allée directement en BTM. Grâce à l'appui de mes profs, grâce à l'appui de Monsieur Bouvier qui m'a gardée aussi. Et là, c'est 2 ans de formation complémentaire pour avoir quelques bases pour devenir chef de labo. Et là, du coup, tu vois plus large, c'est pâtissier, glacier, confiseur, traiteur, chocolatier. Tous les métiers. Tous les métiers qui sont autour du sucre. Et puis, beaucoup d'artistique aussi, avec les pièces sucre, les pièces chocolat. Voilà. Et d'un point de vue techno, tu vas vraiment beaucoup plus loin. Technologie, pardon, de la pâtisserie, t'as l'étude des matières premières, des interactions entre... Et donc, la future résolution de problèmes. Quand tu te dis que ta madeleine n'a pas de bosse au four, tu vois. Pourquoi tes cours de techno te servent au quotidien. Et voilà, donc passionnant. 2 années hyper intenses. Puis c'est toujours pareil, une formation, t'en fais ce que tu veux dans la mesure où tu t'investis plus ou moins. J'étais fortement investie parce que j'avais cette chance-là, c'était trop bien. Ouais. Et donc, tu as continué chez Philippe Bouvier pendant ces années-là. Tu as continué après Non, je me suis installée. D'accord, en direct. Fait, ouais. Alors, direct, si tu veux, les formations sont d'été en été. Comme c'est des années scolaires, tu sais, tu rentres en septembre, tu finis en août, quoi. En gros, c'est ça. Oui. Donc, j'ai fait 3 ans comme ça, CAP et BTM. Finissant en août, Monsieur Bouvier m'a proposé un CDD jusque janvier, tu sais, pour passer la période des galettes. Ce qui m'allait bien, moi, parce que tu connais l'entreprise. Voilà, c'est facile c'était agréable, quoi. Donc, je suis devenue salariée, on va dire 6 mois, juste pour passer la saison. Mais je cherchais déjà à m'installer. Et donc, j'ai trouvé mon local en janvier 2018 et installé en novembre. Ok. Voilà. Et pareil, pourquoi parce qu'il y a quand même 2 choix de carrière là, souvent qui s'appliquent, c'est soit tu rentres dans une maison existante, donc par exemple chez Bouvier, ou ailleurs, hein, il y a d'autres grandes maisons aussi sur Rennes ou en Bretagne, ou dans toute la France d'ailleurs, mais
Et il y a aussi, comme tu as pu le faire, t'installer, donc créer ta propre marque, ta propre entreprise. Qu'est-ce qui t'a fait choisir plutôt de partir vers, je vais parler d'entrepreneuriat, mais vers cette voie en plus? Et beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'ai adoré... la période chez Bouvier était fondamentale pour moi. Mais j'avais, envie, j'essaie de le dire sans dire trop de bêtises, mais j'avais envie de dire quelque chose à travers le produit fini, mais aussi à travers la manière d'aboutir à ce produit fini. Okay. Et j'essayais, j'étais très intéressée, même ma formation dans le bois, c'est quelque chose qui me meut au quotidien, mais les valeurs environnementales, du développement durable, c'est vraiment fondamental en fait pour moi. D'accord. Et dans le domaine de la pâtisserie, en tout cas à l'époque, je parle d'une époque d'il y a 10 ans aussi, les choses ont beaucoup changé. Mais dans le domaine de la pâtisserie, il y avait quand même pas mal de choses qui m'étonnaient un petit peu ou sur lesquelles j'avais envie de travailler. Et quand tu es salarié, surtout jeune salarié, clairement j'avais très peu d'expérience, on te laisse... tu rentres dans une maison pour effectivement coller au code et coller aux manières de faire de cette maison-là. Et puis, j'avais vraiment envie de dire d'être indépendante, de créer quelque chose. Tu as aussi ce côté un peu saut dans le vide, comme tu vois, qui est aussi un peu grisant. Et surtout, tu te dis que tu pars d'une page blanche. Donc, tu as tout à écrire, tout à construire. Et c'est très excitant, quoi. C'est intéressant cette vision parce que justement souvent on est retenu quand on est salarié, on se dit c'est une position confortable, voilà, on ne cherche pas. Alors, et moi ayant fait les deux, étant aujourd'hui salarié mais ayant été entrepreneur, je comprends le confort du salariat. Bien donc, sûr. Voilà. C'est aussi des choses qu'il faut dire et je le dis quasiment toujours sur le podcast, mais je le répète. Mais ce qui est intéressant, c'est cet élément qui te motive, que moi j'ai toujours eu du mal à se dire c'est un challenge, mais en même temps c'est une volonté de se dire il y a un truc à faire là et de créer sa boîte en fait. Et c'est souvent, et tu le dis déjà très bien, mais moi j'ai toujours eu du mal à mettre des mots dessus pour se dire comment j'exprime ce besoin en fait. Ouais, c'est un truc qui est... encore une fois, tu sais, c'est comme sur le fait de se dire, je me lance en pâtisserie. Je sais pas, ça vient du cœur, quoi, ou d'autres diraient des tripes, mais c'est un truc... où il y a une émulation qui est telle... Même quand j'étais en apprentissage, tu vois, à ton petit niveau, en BTM, on te fait faire pas mal de créa, il faut que tu réfléchisses à pas mal de gammes, on t'accompagne vraiment là-dedans. Mais c'est génial, en fait, que ce soit réfléchir à un logotype, que ce soit réfléchir à des noms, du marketing, de la communication, qu'est-ce que tu veux dire à travers ces images-là, ou réfléchir sur le produit. C'est super, en fait. C'est hyper excitant. Et donc, moi, j'essaie de guider globalement ma vie au sens large, ma vie professionnelle, sur des choses qui me font vibrer. Il y a vraiment cette notion de vibration. Des fois, j'accepte des projets où je me dis, ça me génère une angoisse et un stress pas possible. Mais dans le fond, ça fait vibrer, quoi. Et ça justifie pour moi le fait, des fois, d'avoir quelques crampes au ventre en te disant, Mamma Mia, dans quoi je me suis lancée. Mais ça te fait découvrir des tas de mondes. Et voilà. Et c'est ça qui peut motiver mes décisions. Oui, parce qu'en plus, il y a, quand tu te lances et quand on ouvre une pâtisserie ou une boulangerie, c'est pas le même enjeu financier que quand tu te mets indépendant en tant que graphiste. C'est qu'il y a des moyens financiers, il faut tout de suite recruter, même si au début je pense que vous avez commencé à 2 ou 3 sûrement, mais voilà, alors qu'aujourd'hui il y a plus une belle équipe et on va y revenir. C'est quand même d'autres enjeux financiers, donc c'est vraiment un engagement de te lancer dans le projet, quoi. C'est ça, et surtout qu'en plus, pour parler économie de manière très basique, bien sûr tu as besoin des banques à ce moment-là. Et les banques, en fait, ne suivent... si tu veux, j'avais pas de grande maison, à part Monsieur Bouvier, mais où je sortais d'apprentissage. Donc, clairement, en termes de viabilité, j'étais pas au top du top. Et les banques, pour une pâtisserie pure, c'est très compliqué de s'installer parce que tu n'as pas la rentabilité du pain, en quelque sorte, qui fait que les gens viennent quotidiennement chez toi, classiquement, acheter du pain, quoi. Donc, c'est encore plus dur de se faire financer. Après, l'idée, c'est que j'avais des sous de côté et l'apport a été
important au regard du projet. Puis c'est une sorte d'alignement de planète, tu vois, le local au final. Je me suis rendu compte plus tard, mais qu'il était vraiment pas cher par rapport à son emplacement, par rapport à ce qu'il a permis. Donc après, bien sûr, il faut acheter des fours, faut acheter. Il y a vraiment une vraie immobilisation financière. Mais après, encore une fois, c'est comme tout, c'est des colonnes, les plus, les moins, ce que tu mets en face, ce que la banque peut mettre en face, qu'est-ce que toi, tu te sens capable de fournir en termes... Et puis après, il y a ce côté-là, c'est que la variable d'ajustement, c'est que toi. Même si tu as dû acheter des machines, ça rentre dans un prévisionnel, tu te fais encadrer par une comptable qui te dit, bon, bah voilà, faut faire ça en face. Et toi, ton taf, c'est de remuer ciel et terre pour faire ça en face. Et comme, tu vois, là, tu disais, on est une plus grande équipe, bien sûr, mais à l'époque... si tout dépend de toi, tu travailles énormément parce que tu es la seule ressource pour aboutir à l'objectif et que tu sais que tu joues ton entreprise. Donc, voilà. Tu as commencé avec une équipe de combien de personnes ? Alors, avec une équipe de une. Non, j'avais Camille qui était ma première salariée qui s'occupait de la vente, du poste de vente. Qui a monté avec moi à 16h30. Enfin, vraiment, tu vois, la fin des petits travaux et puis le lancement de la boutique et du salon de thé, parce qu'à l'époque, j'avais un mini salon de thé en plus du laboratoire. Enfin, tout était en mode Polly Pocket, mais j'avais un mini. Donc, elle gérait ça, le service. Et en 35 heures, moi, je faisais le complément, parce qu'on a changé, je pense, 15 fois d'horaire. Mais du coup, tu te chargeais de toute la prod, en fait. Je me chargeais de toute la prod et de la vente. Je faisais pas mal de chiffres de vente et pas mal de chiffres de service. Ok, oui, donc des gros horaires, quoi. Bah oui, c'était un peu... Ouais, pendant très longtemps, ça a été 15-18 heures par jour, quoi. Enfin... Et pourquoi ce choix justement de ne pas te lancer dans du pain déjà ? Parce que là, quand tu as ouvert de mémoire, il y avait de la pâtisserie, il y avait effectivement de la viennoiserie. Oui, c'est ça. La gamme est restée presque inchangée. On a rajouté 2-3 petites choses, mais la gamme, c'était ça. C'était l'idée de 16h30, c'était vraiment le gâteau de voyage, donc pâtisserie, le goûter, 16h30. Et puis la Vienne, parce que j'adore faire de la Vienne, j'adore ça vraiment à titre perso, et j'adore la faire, j'adore la manger, et c'est vraiment un des trucs qui me procure le plus de plaisir, donc j'avais vraiment envie d'avoir de la viennoiserie. Et pourquoi pas le pain ? Mais parce que je ne suis pas boulangère. Et c'est qu'en fait, les deux métiers sont dissociés depuis fort longtemps pour le CAP. Et donc moi, je suis pâtissière. Et là, aujourd'hui, on a 2 boulangers qui travaillent avec nous. C'est vraiment un autre métier. Ça m'intéresse à fond parce qu'il y a de la fermentation, il y a vraiment un rapport à la pâte et au vivant qui est super intéressant. Mais ce sont 2 métiers vraiment distincts. Oui, c'est ce qu'on voit. C'est d'ailleurs une distinction. Je pense qu'elle a toujours été claire un peu dans le métier, quand on est dans le métier, mais c'est souvent une distinction qu'on ne fait pas quand on est consommateur, parce qu'on a tous l'habitude de la boulangerie du coin qui fait aussi de la pâtisserie, alors que derrière, il y a absolument 2 personnes bien différentes, bien sûr. Et qu'on ne voit pas, et donc on dit toujours un boulanger-pâtissier. Oui. Et moi, j'ai trouvé ce phénomène assez récent, et je suis intéressé par avoir ton avis sur ça. C'est quand même assez récent qu'on voit des pures pâtisseries naître. Alors sûrement sur Paris ça existe depuis plus longtemps, bien sûr. Mais sur Rennes et dans d'autres régions, ça fait 5 ans, 5-10 ans grand maximum. Enfin, moi que je constate ça. Après tu auras peut-être un avis différent, mais... Non, je pense qu'on en revient en fait à la même chose, c'est que pour assurer la stabilité, c'est beaucoup plus dur d'être rentable avec de la pâtisserie. Pour assurer la stabilité économique d'une entreprise, la boulangerie permet malgré tout tire en général vers le haut l'entreprise. La pâtisserie, ce sont des matières premières qui coûtent très cher, c'est du temps de travail qui est conséquent. La boulangerie aussi, attention, c'est pas ce que je veux dire, mais de base, tu vois, on coche toutes les cases de la rentabilité difficile, quoi. Les matières premières, la précision qu'il faut lors de la réalisation des recettes, lors du montage, etc. Donc, tu vends moins de pain que tu vends de pâtisserie. Exactement. Tu vends moins de pâtisserie tu vends moins de pâtisserie que de pain. C'est-à-dire qu'en termes d'achat, forcément, la pâtisserie reste un petit plaisir. Et c'est bien normal. Alors que le pain est évidemment en France, fort heureusement, presque quotidien, quoi. Oui. Et j'en reviens à ton approche, toi, parce que toujours lors de ton installation, tu t'es démarqué sur le paysage des pâtisserie rennaise et même bretonne, je trouve, avec une approche vraiment très locale, avec des ingrédients de saison.
mais vraiment de saison, dans le sens où je crois que c'est la première fois que j'ai mangé du sarrasin dans des pâtisseries à certaines périodes, des fleurs très particulières, des choses comme ça. Tu nous disais que c'était quelque chose qui toi, était profond en toi, dans le sens où c'est quelque chose qui t'anime. Comment on balance un peu cet équilibre parce que c'est beaucoup de contraintes, du coup. Complètement. Comment tu approches justement ce sujet, en fait, toi? Et de la contrainte naît la créativité. Ok. Clairement, tu mets un cadre, le but c'est de faire des ronds dedans, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, encore une fois. Il y a plusieurs choses. Il y a une approche, on va dire, émotionnelle, qui est de se dire on est dans un terroir breton qui est hyper riche, hyper intéressant, que ce soit sur la côte, et puis c'est des choses qui sont en perpétuel mouvement. C'est ce que je te disais au tout début, tu vois, sur la remise en question, ça va aussi là-dedans. Et comment pour moi, c'était hyper important d'intégrer ça pour être aligné avec mes valeurs. Faire aussi quelque chose de différenciant, parce que c'était vraiment ce sur quoi on insiste quand tu commences à réfléchir, à t'installer. J'avais pas cette idée-là à la base, quoi. Enfin, tu sens que tu as un truc à dire, que tu as envie, mais qu'est-ce qu'on va dire? Et en fait, en y réfléchissant, il y a des gens qui font des éclairs au chocolat, il y en a plein qui font ça très bien sur Rennes. Même des entremets, il y a plein de maisons qui sont hyper qualitatives, quoi. Donc, je voyais pas ce que j'avais à dire de plus. Même j'aurais dit de moins. Enfin, j'aurais forcément dit moins, parce que le niveau de ces pâtissiers-là est tel que... Voilà, donc l'idée pour moi, c'est de là qu'est basée la réflexion. En plus, tu mets à côté les valeurs environnementales ou développement durable au sens large. D'un coup, ça fait comme un alignement, et tu te dis, je vais réfléchir à une gamme. Déjà, réfléchir à cette gamme-là qui respecte des valeurs de développement durable, c'est-à-dire, première chose, limiter le gaspillage alimentaire. Si on limite le gaspillage, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des produits qui tiennent dans le temps, plus qu'un entremets qui a 2 jours de conservation. Donc, gâteau de voyage, température ambiante, pas de réfrigération, pas de consommation d'énergie. Et là, le gâteau de voyage est arrivé vraiment comme une évidence, comme ce qu'on appelle le cake, tu vois, qui a été vraiment notre produit phare. Et donc ça, c'est déjà sur la gamme. Et après, sur le choix des produits, c'est vraiment d'être toujours à ouvrir les yeux autour de toi, à écouter les saisons et à te dire, et à écouter les gens qui travaillent aussi autour de toi, dans la restauration, dans d'autres domaines, pour te demander comment est-ce que toi, tu peux intégrer ces fleurs, ces orties, ces légumes dans ta production. Et après, il y a aussi la chose que, comme je te le disais, on fait hyper attention aux matières premières, donc c'est un certain coût. Et donc, l'idée, c'est de contrebalancer, pour que ce soit à peu près viable économiquement, d'essayer de contrebalancer avec déjà une utilisation totale du fruit qu'on utilise. On récupère les pelures de rhubarbe, on les déshydrate, on récupère les queues de fraises, parce qu'on travaille avec des produits bio, locaux, notamment pour ces deux-là, mais pour tous nos fruits et légumes, et donc de valoriser l'entièreté. Alors certes, tu vas payer, et donc là vient l'autre problème, c'est que tu vas payer des gens, ou tu vas ne pas te payer toi, mais tu vas prendre de ton temps à toi pour traiter ces produits bruts. Et là, deuxième réflexion, notamment pour la version 2 de 16h30, j'ai décidé d'ouvrir un poste en fait de légumier plongeur. Donc de vraiment quelqu'un qui, son taf, c'est d'être l'huile dans les rouages de notre fonctionnement. Quand tu as 70 kilos de carottes qui arrivent, et de surtout... pas couper ces valeurs-là. C'est pas parce qu'on s'agrandit ou c'est pas parce qu'on est face à un problème que les valeurs doivent être chantées. Les compromis, ils sont faits ailleurs. Toujours. Pour le coup, vraiment toujours. Donc c'est comme ça que ce poste a été créé. Donc tu as quelqu'un en interne aujourd'hui qui va... le mot n'est pas aidé, mais qui va, comme tu disais, mettre de l'huile dans les rouages pour s'assurer qu'un produit est exploité dans son ensemble. Et c'est peut-être se dire, tu prenais le kilo de carottes, qu'est-ce qu'on fait des pelures voilà. Est-ce que c'est aussi imaginé ou c'est... Pour le coup, pas forcément sur ce poste-là. Et puis la réalité des choses a fait qu'il y a quand même il y a eu besoin de mettre beaucoup d'huile dans beaucoup de rouages sur le nouveau projet. Donc les pâtissiers font aussi beaucoup de zestes de citron, de jus, de pelures diverses et variées. Mais dans l'idée, en tout cas, initialement, c'était ça. Ok. Pour expliquer un peu, parce qu'il y a, vous entendez sûrement quelques bruits autour. On est à l'arrière du labo, dans le bureau / salle de pause. Donc, si vous entendez quelques bruits de casseroles, de cafetière, des choses comme ça, c'est aussi la raison. Mais voilà, ça donne du charme, je trouve.
Mais je reviens à ce qu'on se disait là sur l'utilisation du produit, c'est aussi quelque chose qu'on entend de plus en plus, mais qui est vraiment, et c'est ce que je disais, c'est vraiment qui imprègne, moi quand on me dit 16h30, c'est vraiment ça qui imprègne en fait la marque aujourd'hui 16h30 et qui dit c'est du bio, c'est du local, c'est des produits utilisés dans son ensemble, et je trouve que ça transparaît beaucoup à travers les produits, donc ça c'est ça, moi j'aime beaucoup cette approche, je dois être franc, donc c'est top, et j'aime bien l'idée que et on va en parler parce que justement tu t'es agrandi récemment avec cette nouvelle boutique, de ne pas avoir perdu ses valeurs, quoi. Ah bah oui, c'était fondamental. En fait, comme je te disais, si tu as 2 lieux, il faut que tu réfléchisses à comment livrer les pâtisseries d'un endroit à un autre sans mettre de carbone dans la ville, enfin, tu vois, sans mettre de voiture. Je voulais pas acheter une camionnette d'entreprise. Et donc, le problème, c'est celui-là. Et la résolution de problème doit apporter une solution qui respecte ça. Rien n'est parfait. Notre vélo est électrique, mais il a été conçu avec tout en vélo, une espèce de sur-mesure gigantesque de notre gros, il s'appelle Polo. Mais qui du coup nous permet tous les jours de livrer en mobilité douce nos 2 boutiques qui sont en fait factuellement à 400 mètres. Donc tu vois, ce serait dommage d'avoir... Donc même lors de l'agrandissement a posé d'autres questions, en fait a continué de poser des questions sur différentes choses. Et par exemple, donc on a comme je te disais tout à l'heure, il y a 2 boulangers qui travaillent avec nous, donc il y a une gamme de pain, pareil, la gamme de pain a été construite exactement avec les mêmes valeurs, entre guillemets, ça va, c'est de l'ordre plutôt assez un truc facile, absolument pas, mais ça coule de source, quoi. Le pain doit être au levain, les farines sont locales, enfin bio, voilà, pour moi c'est limpide, quoi. Oui, ce qui pourrait ne pas l'être pour d'autres voilà, personnes. Mais c'est vrai que pour nous, et puis pour moi et pour eux, parce que toute l'équipe qui travaille ici, pour moi c'est fondamental qu'ils soient absolument convaincus de tout ça. Je n'ai pas un rôle pour convaincre, il faut juste qu'on fédère les forces et les passions, quoi. Et la chose, par exemple, qui l'est témoin, ou les problèmes qui ont émané de ce choix de mettre de la boulangerie, c'est les emballages. Parce que quand on parle de développement durable, souvent, on parle, notamment en pâtisserie, on parle beaucoup de matières premières. On va parler des fleurs, on va parler de la cueillette, on va parler des coproduits. Tout ce qui est issu des filières de nos filières ou des filières des copains. Les résidus de chocolaterie, les pelures de cacao, le brassage, les drèches de la brasserie d'origine qu'on utilise, le malt aussi, enfin bref. Tout ce qu'on peut utiliser chez nous, chez les copains. Et par contre, c'est pour ça que je parle plutôt de cycle de vie, c'est-à-dire que tu as aussi la manière dont tu conçois tes produits. Pourquoi on fait que des grosses pièces? Pour éviter le façonnage, parce qu'il n'y a que 2 boulangers, pour éviter de passer du temps à façonner des petites pièces, pour vraiment avoir des cuissons qui aussi permettent une plus longue conservation du pain. Enfin, tout ça est pensé en amont. Et après, quand tu vends le pain pourquoi on n'a pas de trancheuse? Pour permettre justement une grande conservation du pain ensuite. D'accord. Et comment est-ce qu'on le vend? Je disais, moi, je ne veux pas mettre d'emballage jetable pour le pain. Donc d'emblée, on ne fera pas d'emballage jetable. Parce que changer les habitudes de consommation, c'est toujours plus difficile que de dire, voilà, nous, depuis le début, c'est comme ça. Et voilà. Donc les furoshiki, les emballages en tissu, qui sont issus des chutes du travail de la couturière avec laquelle on travaille, et donc qui nous livrent régulièrement ces furoshiki, qui sont consignés pour ne pas obliger l'achat définitif non plus auprès des clients. On a eu des levées de boucliers sur ce sujet-là qui étaient terribles. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les gens viennent avec leur sac, leur torchon, leur petit furoshiki et tout. Donc c'est vraiment ne jamais remettre en cause les valeurs. Oui, il y a des fois où il nous arrive dès qu'on utilise du film plastique, tu vois, parce qu'en termes d'hygiène... Vous êtes contraint. Ouais, il y a ce côté-là. L'hygiène, notamment en pâtisserie, des fois, tu peux pas... Voilà. Mais il y a eu même en interne, hein, tu vois, le panettone, comment on emballe le panettone, il y a eu des litiges avec François. Ah oui. Non, mais je rigole, mais parce qu'on veut pas, je voulais pas d'emballage plastique, c'est un peu... Voilà, donc il y a eu une vraie discussion, puis un compromis. Tu dis, bon, voilà. Mais tout est en tout cas... on essaye de soulever un maximum de lièvres, quoi. On n'arrive pas toujours à résoudre tout, mais voilà. Mais vous êtes la première... alors à l'époque, on ne parlait pas encore de pain. C'était en première boutique, donc c'était la question c'était pas que de pain. Pâtisserie, ouais. Que pâtisserie, vous êtes les premiers à avoir, que j'ai connu, à travers un partenariat, je crois, les boîtes à pâtisserie réutilisables. Oui, à Bento Gâteau. Oui, voilà.
j'ai essayé d'utiliser, mais c'est compliqué. Ouais. Parce qu'il faut toujours l'avoir sur soi, ça. Donc, bon. Mais effectivement, la démarche est louable et compréhensible. Et je vois bien d'où ça vient, donc c'est intéressant à comprendre. Donc, justement, sur cette deuxième boutique, je voudrais revenir un peu sur l'origine qui est, et tu commences à comprendre le sujet du podcast, c'est donc tu avais une boutique pour dire et pour les Rennais, donc c'est derrière le Parlement, voilà, qui est pas très loin du centre, enfin dans le centre-ville pur, mais pas sur les routes principales, donc très bien situé. Effectivement une surface petite, je me rappelle du Covid où on pouvait rentrer à 2 seulement, enfin, bref, et qu'est-ce qui t'a donné cette envie justement de se dire pas juste changer de local, mais te dire ok, je crée une deuxième boutique, en plus avec une plus grande gamme de produits, des différentes variétés, qu'est-ce qui et du coup une équipe plus grande aussi, et tout en, et tu me corriges, mais tout en changeant un peu la destination du premier, enfin en revenant sur la destination du premier, en transformant, je crois, en salon de thé. Tout à fait. Et pour le coup, tu vois, la prise de décision a été beaucoup moins limpide qu'elle ne l'a été, par exemple, pour mon installation, pour ma reconversion, pour mon installation. Ça a été beaucoup plus difficile pour moi comme décision à prendre et beaucoup plus ambivalent. Parce que la situation à 16h30 rue Hoche, derrière le Parlement, était bonne, l'entreprise allait bien, une petite entreprise avec 3 ans d'ancienneté, donc voilà, mais client super sympa, fidèle, cette histoire de salon de thé qui est repartie au moment du Covid, on a agrandi le laboratoire parce qu'on travaillait, je crois, avec Perrine, travaillait dans 8-10 mètres carrés, donc c'était quand même l'enfer, on travaillait du sol au plafond, dès que tu avais le tout, en termes d'orgas, c'était vraiment compliqué. Donc on a agrandi le laboratoire. Une première phase, tu dis on a un peu plus de place, un peu plus de stockage. Mais en fait, on décevait beaucoup aussi parce qu'on n'avait pas assez de produits, il n'y a jamais rien chez 16h30. Enfin, tu vois, c'était arrivé pas. Voilà, on essayait de favoriser les commandes. Et puis en termes de fatigue au travail, c'est-à-dire que quand tu n'as pas de place, tu passes beaucoup d'heures. Tu n'as pas de place pour stocker, donc il faut refaire très régulièrement. Tu n'as pas de place pour produire. Donc quand tu produis, ça bloque tout le reste de la production. Donc les choses ne se font pas en temps masqué, mais elles se font les unes après les autres. D'où les 18 heures de travail par jour aussi. D'accord, ok. Donc il y a eu une réelle fatigue, épuisement, on peut le dire, pour l'équipe et puis pour moi-même, pour vraiment les deux. Et puis voilà, il y a eu cette opportunité-là. Si tu veux, quand tu montes une boîte comme ça et que tu bosses beaucoup, tu vois franchement pas au-delà de ta verrière, quoi. Tu vois, moi je travaillais derrière une verrière, vraiment la notion de nez dans le guidon, c'est vraiment ça, tu vois. T'as le nez dans le laminoir et tu fais ça. Et j'ai un conseiller, je travaille avec des gens et puis autour de moi qui me dit mais ce serait bien que tu puisses un peu respirer en vraiment passant une échelle au-dessus, ce qui te permet d'avoir un roulement qui peut se faire sans toi, parce qu'en fait quand tu es trop petit, tu peux pas non plus trop embaucher parce que t'as pas une grande surface financière et que toi tu coûtes rien entre guillemets à ton entreprise. Pas ton taux horaire est le pire de la boîte, si tu veux, c'est normal. Quasiment pas. Voilà. Et puis quand tu et du coup, c'était pas tenable en fait. C'est-à-dire que soit je réduisais vraiment la voilure, mais le risque c'est de décevoir les gens qui viennent plus, tout ça. Soit tu passais l'étape d'après. Donc tu vois, c'était plus un choix rationnel qu'un choix émotionnel. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Ouais. Et puis de manière concomitante, j'ai eu cette opportunité. J'ai eu vent de cette opportunité. Ils cherchaient une pâtisserie-boulangerie sur le site de l'Hôtel Dieu. Parce que là, on est en gros sur le gros site de l'Hôtel Dieu qui est en réfection totale. On est rue de Saint-Malo, là. Mais... Depuis un certain temps, d'ailleurs. Depuis un certain temps. Et c'est pas fini. Quand on voit les travaux qu'ils font derrière... ça va être, je pense, super à la fin. Mais c'est vrai que pour y arriver, il y a un petit peu de temps. Et voilà, et là, c'était l'opportunité. Il manquait une marche, si tu veux, dans le développement. Ça devenait tout de suite un peu gros. Donc, il y a eu l'idée de prendre un associé. Qui était un copain, avec qui au final, qui était boulanger et qui apportait la compétence de boulangerie. D'où le fait que tu vois, tu te dis, on se lance à deux, je le connaissais depuis, je sais plus, quelques temps, des années, quoi, on avait été formés ensemble. Et voilà, donc il y a eu l'histoire s'est faite comme ça, où tu trouves un local, tu te rends compte que tu es un peu au bout des choses que tu peux faire dans la pâtisserie initiale, tu t'es clairement épuisé pendant 3 ans, tu te rends compte que ça ne peut pas durer. Et la dynamique, et donc voilà, donc cette possibilité-là d'agrandir, cette personne en boulangerie qui apporterait la compétence en étant gérant, co-gérant,
tu vois, ça se profilait plutôt comme ça. Ouais. Mais le gérant, enfin, il a pas tenu du tout, et du coup, il n'a même pas vu naître le projet, quoi. Ah oui, d'accord. Donc, je me suis retrouvée avec un bébé un peu conséquent dans les bras, qu'il faut élever seul. Tu vois l'idée? Oui. Et donc, et ça m'a un peu fait peur, parce que autant quand j'ai monté le premier 16h30, je savais pas du tout où j'allais économiquement, mais par contre, j'étais sûre que j'étais prête à cravacher de malade et à bosser comme une dingo. Autant là, je suis plus capable, en fait, physiquement. Et je reviendrai sur le processus de décision, mais ce que tu dis est très important, c'est que il y a toujours, en tant qu'entrepreneur, il y a toujours quand on commence, il y a toujours une volonté de... Voilà, on est à fond et de ça. Mais tu vois, là, je pense que ça devait être au bout de 2 ans et demi, 3 ans. Et c'est vraiment... en fait, il y a un moment... faut rééquilibrer par rapport à ta vie sûrement perso, mais ta vie d'être psychologiquement, et c'est lourd, et moi c'est quelque chose je trouve qu'on parle pas assez dans le monde de l'entrepreneuriat. Tout à fait. De se dire c'est bien de se donner pour une boîte, mais se donner pendant 10 ans, 15 ans, comme on se donne au début, c'est quasiment impossible. Et donc vraiment il faut trouver un équilibre. C'est ça. Alors, chacun trouve son équilibre, chacun a son équilibre, bien sûr. Mais c'est important de le trouver. Et les mots que tu mets dessus, là, aujourd'hui, moi, je trouve sont très intéressants, parce que tu t'es retrouvé à devoir mener un projet seul, du coup, mais à devoir le mener quand même, et en même temps à devoir rééquilibrer. Donc, c'est ça. Autant dire qu'un beau challenge. Ouais, et après, tu te dis, il y a un temps pour tout, est-ce que... Excuse-moi, et que les choses dont je ne me croyais plus capable, en fait, la charge de travail a été transformée, dans le sens où c'est plus forcément façonner 2000 croissants ou brioches feuilletées par semaine. J'exagère le chiffre, mais c'était plus avoir cette vision globale, tu parlais de management, d'équipe et tout, et en fait, c'est toutes ces compétences-là. Tu te rends compte qu'en termes d'heures, j'en fais moins qu'au début quand même. Je suis plus à 15 heures par jour, quoi. Je dormais 2-3 heures par nuit, mais pendant des années, tu vois. Et il y a des fois, c'était 1h30, quoi. Tu te poses, tu te relèves, c'est terminé. Tu arrives dans un état où... Et en fait, moi, je trouve qu'on n'en parle effectivement pas assez, parce que ça génère... J'ai choisi de m'installer. Oui. J'ai choisi de me donner comme ça, j'ai choisi de... Voilà, c'est sûr. Mais c'est pas parce que il y a quand même... c'est pas une obligation. Non, mais c'est vrai que c'est un peu obligé, et que tu as une altération psychologique aussi qui est très importante. Et puis voilà. Donc c'était important pour moi de trouver quand même une issue. Il y a eu ce projet, voilà. Et après, sur la concrétisation, écoute, on est encore au tout début, hein, ça fait 6 mois qu'on est ouvert. Ça reste... ça reste, et je trouve ça en même temps très sain, tu vois, parce qu'en discutant avec d'autres chefs d'entreprise dans le milieu de la restauration notamment, moi j'avais un rapport qui était très fusionnel avec 16h30 avant, très émotionnel, très fusionnel, qui est pas normal, qui est pas normal, non mais qui se comprend, tu vois, complètement. Tout le monde dit c'est ton bébé, j'ai envie de te dire non, c'est pas mon bébé, faut pas exagérer, mais c'est à la vie et à la mort, quoi, tu vois, c'est vraiment cet engagement-là. Et c'est pas normal au sens professionnellement du terme. On n'est pas salarié, d'accord, mais il y avait un positionnement à revoir. Et aujourd'hui, le fait d'avoir cette structure qui m'échappe un peu aussi, dans le bon sens du terme, que je laisse vivre aussi, je suis présente, archi-présente, mais je laisse vivre un peu, ça devient une entité, c'est là où tu comprends la notion de personne morale et personne physique. Ça devient une entité séparée de moi-même, et c'est pas plus mal. ça a des gros avantages. C'est là où, je pense que c'est là où tu te rends compte que des fois, il y a des décisions qui sont prises, alors peut-être au niveau plus de la production, des choses comme ça, où tu n'interviens beaucoup moins. Oui. Voilà. Déjà parce que s'il y avait... Une équipe qui est formée, qui était compétente. Il y a plein de choses sur lesquelles j'interviens beaucoup moins. Il y a plein de choses sur lesquelles je vais réintervenir beaucoup. Oui. c'est le jeu. Mais ça t'apprend, tu sais, c'est quand t'es un peu contre le fric, ça t'apprend à... T'es obligé, en fait, à un moment. Sinon, tu retombes dans les travers de faire 15 heures, 18 heures par jour. Et même, ça passerait plus. Ça passe plus. Et puis en plus, en termes de management, d'accompagnement d'équipe, ce serait un enfer. Parce qu'il y a ça aussi. Hein. Donc voilà, l'idée, c'est d'essayer, en tout cas, c'est vraiment la mission, d'essayer de stabiliser l'entreprise dont je suis responsable, mais qui n'est plus moi, tu vois. Et c'est très bien comme ça. Et donc d'essayer d'assainir un petit peu cette relation-là. Ok.
Ok. Et tu parlais justement, lorsque tu as eu ce moment où tu allais te décider, enfin tu étais dans le process de décision de créer cette seconde boutique, de dire que tu es accompagné. Justement, c'est un point que j'aime bien mettre en avant dans mon podcast, c'est comment tu es accompagné aujourd'hui. Toi, personnellement, est-ce que tu as des gens qui te conseillent? C'est entre guillemets du cercle familial? Voilà. Comment tu as décidé de t'entourer un peu? Pas du tout du cercle familial. Ok. À part, et je dis à part, et je m'en veux dès maintenant, j'ai eu un soutien économique important de la part de ma famille. Oui. Et j'en suis totalement consciente. Et ça m'a permis d'avancer avec 16h30. Donc, mis à part ce petit détail en euros, non mais je rigole, mais c'est vrai que c'est hyper important aussi. J'ai cette chance-là et j'en suis vraiment consciente. Mes parents ne sont pas du tout du milieu de l'entrepreneuriat, donc, et puis étaient plutôt apeurés aussi donc moi l'idée c'était plutôt pas de leur montrer que ça allait pas, parce que c'est encore pire, ça les aurait encore plus stressés. Donc non, par contre j'ai eu donc en termes personnels initialement, en tout cas, maintenant mon réseau a changé, mais en termes personnels initialement, je connaissais personne qui avait monté son entreprise. Il n'y a personne qui a monté son entreprise dans ma famille, à l'exception de ma maman qui était en libéral, mais c'est pas exactement pareil. C'est une entreprise mais unipersonnelle, voilà, c'est autre chose. Et par contre, j'ai eu l'immense chance de rencontrer, je dois bien le citer, mon cabinet comptable avec lequel je travaille, qui sont vraiment juste formidables et qui ont été d'un conseil, elles ont été d'un conseil, d'une froideur, quand moi j'étais beaucoup dans... Mais froideur au bon sens du terme, tu sais, la tête... Analyse, comptable quoi. Comptable, donc les chiffres. Ok, on va pas penser qu'on peut faire plus que plus. On est raisonnable, elles sont très raisonnables et c'est très bien. C'est pas des comptables qui vont me dire allez décrocher les millions et les étoiles. Au contraire, on pose les choses. Il y a des fois où elle me dit hop hop hop, là c'est chaud. Et en plus une relation humaine très attentionnée, si tu veux. Donc c'est vraiment une ressource, et encore aujourd'hui c'est une ressource elles sont fondamentales à la gestion de 16h30 quoi. C'est sur la prise de décision en tout cas. Je me sens vraiment accompagnée par elle. Et puis, si tu veux, quand tu montes une entreprise, la phase avant d'immatriculer ton entreprise, t'es pas mal encadré. Tu peux être pas mal encadré si tu le veux. La CMA, la CCI, tout ça. Et au moment où t'es immatriculé, c'est le vrai saut dans le vide. Et là, t'es solo. Et il se trouve que pendant le montage du projet, j'avais eu affaire à un courtier, parce que pareil, c'est pas mon métier d'aller chercher des prêts, des choses comme ça et les défendre. Et donc j'avais rencontré un courtier à ce moment-là, avec qui ça s'était très bien passé, et humainement et professionnellement. Et en fait, à la fin, au moment du saut dans le vide, justement, je lui en avais parlé. Et il se trouve que lui, il s'est réorienté professionnellement à ce moment-là. Il fait de l'accompagnement d'entreprise. D'accord. Et donc, il est pilote d'entreprise. Et il m'a aidé à piloter 16h30. Quand je te disais tout à l'heure que quand moi j'étais le nez dans le laminoir, c'est lui qui me disait... Là, c'est pas normal qu'à 9h15, t'aies plus de brioche dans un... Et moi, je dis, mais Sébastien, je ne peux pas faire plus. Il me dit, faut penser à aller plus loin, faut penser faire autre chose. Et c'est lui qui a commencé à mettre cette petite graine et lancer la cogite sur comment est-ce qu'on va faire. Et voilà. Donc, Sébastien m'a énormément accompagnée sur des phases de transition. Ok. C'est... Alors, je ne soulignerai jamais assez, je pense, dans ce podcast, qui est que, alors, ça dépend bien sûr du stade de l'entreprise, mais lorsqu'on est entrepreneur, moi, ayant été entrepreneur, j'ai aussi cette période où on est beaucoup accompagné au début, puis après, pas peu. Moi, j'ai eu la chance de trouver à travers des réseaux professionnels, mais j'étais dans du service, donc plus facile, plus de disponibilité. Mais je ne mentionnerai jamais assez l'importance de se faire accompagner, alors, par quel que soit le type de personne, parce que ça permet justement d'avoir ce regard très extérieur. Moi, j'ai eu cette chance, donc j'en suis très content. Et ce que toi, tu soulignes, et ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que, en fait, et ce qui n'est pas courant, c'est que dès tu as ressenti ce besoin, où tu l'as exprimé très vite, alors que tu étais à peine installé. Souvent, on ressent ce besoin au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, on se dit « je me sens un peu bloqué », puis là, on commence à chercher. Alors que toi, ça a l'air d'avoir été assez rapide, en fait. Ouais, après, tout a été très rapide avec 16h30 aussi. Et puis, si tu veux, comment dire, moi, je suis pas quelqu'un qui... Je suis pas, sûre de moi du tout.
et que j'ai besoin d'avoir autour de moi des gens qui, des fois, y croient pour deux, quoi. Et donc... et puis j'ai vraiment cette conscience que j'ai pas du tout toutes les compétences, même aujourd'hui, pour gérer une entreprise, que je dois les apprendre, que je fais de mon mieux pour les apprendre, mais que je ne suis que manquement et fêlure, quoi. Donc, quand tu te fais accompagner très rapidement, et c'est au début sur des accompagnements, on va dire, assez légers économiquement, parce que tu peux pas non plus te permettre de payer des consultants. Enfin, tu vois, c'est pas du tout possible. Mais c'est même 1 heure par mois, quelqu'un avec qui tu peux échanger, exprimer des doutes. Mais complètement. Et tu sais plus trop s'ils sont psychologues ou accompagnants, ou accompagnants professionnels, quoi. Ouais. Et ça, c'est vrai que j'ai eu moi, je me suis sentie, en fait, sous l'eau très rapidement. Et donc aussi... Voilà, et puis la relation de donc ça c'est plus pour l'arrivée de Sébastien, mais la relation de confiance avec le cabinet comptable avait été établie avant, parce que l'avantage c'est que quand tu rencontres un cabinet, c'est pour créer le prévisionnel, donc tu les vois bien avant, normalement, enfin en tout cas moi je suis clairement passée par un cabinet, parce que c'est impossible pour moi de faire un prévis. Voilà, j'ai besoin de gens qui savent, quoi. Moi je sais pas. J'ai jamais testé, parce que bon, voilà, mais j'aurais bien été incapable. Bien sûr, c'est d'un autre domaine, et puis même légalement, enfin tu vois, pour moi, voilà, ces gens-là ont des compétences, et au contraire, s'entourer est primordial. Et après, ce que j'ai pas précisé tout à l'heure sur l'entourage, j'ai parlé de l'entourage, on va dire, technique, et après, tu as l'entourage émotionnel, certes, voilà, et puis professionnel aussi, en sens pâtissier ou cuisine du terme, c'est que, étant dans le centre-ville, on était un peu à côté de restos, à côté de gens de restos qui partageaient un peu nos valeurs. Et là, a commencé à se former un réseau professionnel de gens qui te soutiennent, qui te disent « T'as une tête encore plus terrible que la semaine dernière, mais continue, je t'assure, c'est bien, continue. » Et ça te booste de malade, en fait, parce qu'il y a des gens qui te disent que t'es pas, que c'est loin d'être parfait et tout, mais tiens bon, quoi. Tiens bon. Et rien qu'on te dise ça, et puis c'est primordial, en fait. C'est un accompagnement. Et des petites choses toutes simples, mais un client qui va te faire un petit mot gentil, ça te rebooste énormément. Ouais. Et j'en viens justement à ce côté un peu plus production, parce que c'est vrai que moi, dans mes podcasts, je parle beaucoup de décisions sur la partie entreprise, des choses comme ça. Et si on parle un peu de la partie, parce que j'ai la chance que tu sois là, sur la partie un peu production, réalisation de gamme, comment ça se passe un peu, se dire, tiens, on va te changer tel produit. Alors, je suppose que, vu ton approche, c'est une question de saison de produit. Tout à fait, voilà, c'est un des modes. Mais tu pourrais tomber dans quelque chose d'assez cyclique, de se dire, chaque saison, on fait la même chose, et voilà, on tourne comme ça. Alors que c'est pas le cas. Comment on a peut-être une volonté, un désir de changer de produit, d'améliorer quelque chose? Pour le coup, ça va vraiment avec la démarche initiale. Tu parlais de la saison qui est... Alors, pour moi, il y a à peu près... Si j'avais à résumer, je dirais qu'il y a 3 moteurs de création, quand tu parles de la créa purement en prod. Tu as la saisonnalité. Alors, on a des contraintes en pâtisserie, parce que dès qu'on commence à faire, il faut faire en volume. Donc, des fois, on trouve des super agrumes, mais on va avoir 2 kilos par semaine. Et en termes de gestion... Compliqué. Ouais, c'est compliqué. Donc, ça, c'est des choses que je n'ai pas encore que j'ai pas réussi à résoudre. Okay. Donc tu as la saison, c'est sûr. Tu as également, comme on travaille que du produit brut, on a les excédents de production. Okay. C'est-à-dire que si jamais on veut sortir, je dis quelque chose, on n'utilise que des œufs entiers, typiquement. Ah, il y a encore un... Allez-y, je vous en prie. On a dit que c'était du direct. Voilà. C'est parce que tu as besoin de Bruno Laspiro, c'est ça? C'est ça, oui. Moi j'arrive en détente. Pas de soucis, François. Et il s'appelle également François. Entouré de François. Et donc oui, voilà, je disais qu'il y a vraiment donc, la saisonnalité, il y a l'excédent de production, dans le sens où, pour l'exemple des œufs, justement. Oui, allez-y, il n'y a aucun souci. L'exemple des œufs, on travaille que des... En fait, la conséquence des choix de production qu'on fait sont répercutés à tous les éléments de la chaîne de création, etc. Ouais. On travaille que des œufs entiers. Et à un moment, on utilisait beaucoup de jaunes pour faire les cannelés. Il fallait utiliser les blancs. On a sorti une gamme de financiers. D'accord. On a besoin d'utiliser les zestes d'un agrume. Que fait-on du jus? Il faut faire un crémeux, un confit, un voile, peu importe, mais il faut le passer. Et donc, c'est comme ça, en réponse, quand tu as envie de créer quelque chose, tu te retrouves avec des restes, entre guillemets, qu'il faut valoriser.
toujours pour la même démarche. Ok. Et donc ça peut être un moteur, si tu veux, de création. Et un autre moteur de création qu'on a un petit peu moins fait cette année, parce que année de transition et tout, c'est le besoin des jeunes avec lesquels on travaille. On a des apprentis qui sont avec nous, on a 2 apprentis par an. Et elles ont besoin d'apprendre. Je dis elles parce que je n'ai eu que des filles. Voilà, une entreprise très féminine ici, mais je n'ai eu que des femmes en apprentissage. Mais elles ont besoin d'apprendre différentes compétences. Et donc, en fonction, quand le dialogue se fait bien, etc., il y a des besoins qui ressortent. Genre, je me souviens d'une de mes apprenties qui était allée à l'école et qui n'avait pas du tout réussi à faire son nougat. Et c'était le truc. Maintenant, Zoé, faut que... ton truc, ça va être de faire le nougat. Et on l'a loupé un certain nombre de fois. Et donc, on a sorti un produit qui était un cake poire nougat. Et donc, sur le dessus, tu avais un décor de petits dés de nougat dont Zoé avait la charge pour qu'elle fasse le nougat, tu vois. Et donc, ou pareillement, quand on a des croissants, quand on avait des pains au raisin à faire ou des choses comme ça, c'est plutôt en début d'année. Déjà parce qu'on n'est pas équipé pour faire des hectolitres de crème pâtissière. On fait tout à la main, donc voilà. Mais c'est plutôt en début d'année parce que c'est une crème de base, la crème pâtissière. Et donc, dès qu'on a des apprentis, on leur apprend à faire la crème pâtissière. Par contre, on ne fait pas ça toute l'année parce que ça nous fait les bras et que nous, on aime bien avoir une gamme qui tourne. Donc aussi dire, mais pourquoi vous n'avez pas... Ce qui nous a valu quelques problèmes aussi. C'est aussi les habitudes. Après, quand on aime bien un produit, on aime bien le retrouver régulièrement. Bien sûr. Mais c'est le jeu. Et puis, pour le coup, on a quand même une clientèle qui comprend tout à fait ça. Donc voilà un petit peu pourquoi on peut avoir des pains au raisin à la crème pâtissière parce que les jeunes doivent apprendre à faire la crème pâtissière. Et puis après, on l'enlève... Une fois qu'on a tous une bonne tendinite et on passe à autre chose. Mais ça va être un peu ça. Et puis ça, c'est pour le côté produit. Et les autres contraintes qu'on va avoir qui sont réelles, c'est typiquement, on prenait l'exemple des boîtes. Nous, pour éviter de l'immobilisation financière, parce que c'est toujours pareil, utiliser des produits qui sont onéreux en pâtisserie, ça veut dire qu'il faut faire attention à tous les postes. Pas uniquement les postes de production. C'est pas dire j'utilise des amandes bio qui viennent du sud de la France, mais par contre, j'utilise plein d'emballages pour lesquels je vais dépenser beaucoup d'argent. Tu vois, si on utilise des amandes bio, moi je préfère utiliser des amandes bio et réfléchir à comment limiter les immobilisations financières sur la boutique. Et je rentre un peu dans le détail, mais typiquement, moi je voulais pas avoir 5 tailles de boîtes différentes pour avoir des sacs qui sont surdimensionnés pour certaines boîtes, sous-dimensionnés sous d'autres. Donc on a une forme de boîte qui est la boîte à cake, la boîte à bûche, tu vois. Donc ça veut dire que si on doit mettre des entremets à l'intérieur, il faut qu'ils soient plutôt étroits et hauts que plats et ronds. Donc ce qui est le cas pour 70% des gammes Voilà, on a fait un peu de rond quand même, parce que des fois tu te dis, quand même, puis j'ai pas envie d'un truc, tu sais, hyper... Mais là, on doit ressortir un roulé. J'ai redemandé un roulé un peu fun, parce que, quand tu l'as, c'est effectivement étroit. Le macaron debout, c'est pour ça. Tu vois, Je comprends ce que moi j'appelle le sandwich triangle, qui est debout. Voilà. Et du coup, qu'on modifie régulièrement, tu vois, il y a eu, qui a été un peu une base, le club sandwich, qu'on remodifie justement pour avoir ce côté-là. Et donc c'est aussi ça qui contraint la création. Et puis il y a des fois aussi on manque furieusement des fois tu peux avoir un peu fait le tour. Et je veux pas non plus des gâteaux cadrés, tu sais, type finger ou tout droit et tout. Donc voilà, donc c'est un petit peu ça qui peut sous-tendre la réflexion autour du produit qu'on sort en termes de choix de saveur et en termes de et puis en termes de forme. Les deux sont liés, les deux sont très liés. Oui, bien sûr. Et là, voilà. Okay, et après, pour la création, il y a aussi les envies. On parlait de vibrations, tu vois, les trucs un peu rigolos. Là, je retravaille sur un pâté croûte, parce qu'on n'a pas de tarte aux pommes, du coup, tu vois, des choses... Donc, je retravaille sur un pâté croûte à la pomme, parce que ce n'est rien d'autre qu'une tarte verticale, en fait, quand tu penses à la part. Donc là, je suis dessus en ce moment, pour justement présenter un produit un peu rigolo, tu vois, de te dire... Voilà, c'est un peu les... C'est intéressant, parce que c'est souvent une approche... On pense que la création, c'est le désir du pâtissier, puis il fait, puis... Alors qu'il y a quand même tout un certain nombre de contraintes autour, de contraintes ou de choses qui peuvent contribuer à faire évoluer la réflexion, et qui est très intéressant. Donc c'est top d'avoir un peu cette perspective aussi dans le monde réel, entre guillemets, et de comprendre un peu mieux, demain, quand vous passerez dans vos pâtisseries ou boulangeries, vous comprendrez que, il y a peut-être des répétitions de forme parce qu'ils ont une forme de boîte. Bien sûr, ou une forme de moule, parce que ce qui est valable pour les boîtes, c'est valable pour les moules aussi. J'évite d'utiliser des moules pâtissiers qui coûtent très cher. Tous nos moules sont réutilisables déjà. Les moules à cake sont toujours réutilisables pour des raisons écologiques aussi.
Et puis, pas d'immobilisation sur les flexipans, tu sais, les moules silicone, là. Silicone, qui coûtent très cher la plaque, qui prennent de l'espace, de stockage, je veux dire, qu'on a peu. Puis il en faut beaucoup. Il en faut beaucoup. Si tout d'un coup tu dis je lance une prod, il m'en faut peut-être 8-10 quoi. Et la plaque c'est 81 € hors taxe. Enfin c'était peut-être plus maintenant, tu vois. Donc tu dis en fait je préfère réfléchir un peu plus et utiliser un couteau et ou un montage différent, voilà. Ok, écoute, merci déjà pour cette approche, puis tes réponses, parce que c'est très, très honnête et très ouvert, donc avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et puis ma dernière question va être, si on souhaite te contacter, échanger avec toi, quel est le meilleur biais par lequel on pourrait te contacter? Pas le téléphone, on oublie. Non, sur... concrètement, ça peut être sur Instagram. Je suis quand même, c'est moi qui gère le compte qui gère Instagram, donc je suis en direct dessus. Ça peut être en boutique. C'est là où je suis. Je suis quasiment tout le temps sur le site de l'Hôtel Dieu. C'est là où on a nos merveilleux bureaux, salle de pause, slash vestiaire pour ma part. Enfin voilà. Donc c'est là où je suis tout le temps. Donc ça peut être en boutique. Et si je ne suis pas disponible ou pas là, les filles se chargent de donner mon adresse mail. Je réponds aussi. Globalement, c'est l'écrit. C'est l'écrit qui est plus facile pour moi. Et puis voilà. Ok, super. Merci beaucoup Marion. Avec grand plaisir, merci à toi. Un plaisir de t'avoir sur le podcast. Et puis je peux que vous inviter à venir déguster les pâtisseries et le pain et toutes les autres choses qui est proposées. Parce que voilà, c'est super bon. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, à très vite. À bientôt. Allez, vous avez maintenant l'habitude, on se retrouve pour le débrief. Cet épisode, moi, je l'attendais depuis un certain temps. Étant fan de pâtisserie, je pense que vous l'avez compris avec ce début de podcast, je souhaitais échanger avec des pâtissiers et pâtissières qui m'inspiraient, dont la démarche me parle. Et c'est effectivement le cas ici avec Marion de la pâtisserie 16h30 qui m'a très gentiment ouvert les portes de son labo. Et elle m'a vraiment ouvert les portes de son labo parce que je suis rentré dans son arrière de boutique et on a enregistré dans son bureau qui est littéralement entre deux couloirs de son labo, et on a pu échanger de manière très intéressante, je trouve. Marion, pour moi, a un parcours très très intéressant dans cette histoire de reconversion, bien sûr, et avec cette vision de la pâtisserie, de l'entrepreneuriat, de choix de vie qui montre une certaine volonté qui pour moi me parle beaucoup. En plus, ce que je retiens beaucoup, et j'en viens à la prise de décision sur ce podcast, c'est comment elle s'ouvre de manière très très honnête sur ses convictions, mais sur sa prise de décision, sur comment elle fonctionne, mais également ses doutes, c'est la franchise de son langage, comment elle pense que elle va réussir, pas réussir, comment elle va consulter, échanger. Voilà, moi c'est une approche que j'ai beaucoup aimée parce que ça a été très très franc et ça montre la réalité pour moi d'un commerçant, d'un artisan qui n'a pas un CA pour l'accompagner, même si il y a des échanges, il y a des choses qui se font. Donc voilà un peu ce que je retiens et ce que j'ai beaucoup aimé de cet épisode, et j'espère que ça vous a plu également. Allez, je vous dis à très vite. Ciao. Voilà, c'est fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker et à surtout le partager si vous pouvez. Merci beaucoup et à dans 2 semaines.